Moi, j'aimerais bien arriver jusqu'à 50 restos en 2027. En gros, doubler le réseau en 2 ans. J'ai un manuel et en fait, je suis capable de gérer la boîte. C'est ça. Donc ça veut dire que dans tes process, tu vas quand même à un niveau très dans le détail, quoi. Bah, tout est décliné en vidéo. Ok. Plus t'es connu, plus les gens pensent à toi, plus les gens vont manger chez toi. Toi, du coup, t'as une telle force de frappe avec le réseau que du coup, tu peux aller négocier des contrats d'exclusivité avec les assureurs. On s'est retrouvés le mardi, la veille de l'ouverture, en pleine cuisine, à devoir poser les plaintes, poser le carrelage qui était manquant, refaire des retouches de placo. Enfin, c'était monstrueux. Donc, quand t'as eu ça la veille de l'ouverture et que t'as réussi à ouvrir à temps le mercredi midi, t'as un peu tout vu. Hugo est le fondateur d'Eiko Pokéball, une franchise de restaurants de poké. Après avoir lancé ses 2 premiers restaurants propres, il a développé un concept de franchise qui compte aujourd'hui 22 établissements en France. En 2024, le réseau il a réalisé 9,5 millions de chiffres d'affaires et il vise les 15 millions en 2025. Donc dans cet épisode, on va découvrir en premier comment Hugo a structuré son organisation au siège et ses routines de management. En deuxième, on va voir les coulisses de la création d'une franchise. Et enfin, comment il pilote au quotidien un réseau de 22 restaurants avec ses KPI. Une plongée dans l'organisation d'une franchise food en pleine croissance, avec tous les défis que ça représente quand on passe de restaurateur à CEO d'un réseau national. Bonne écoute. Salut Hugo, bienvenue dans Sous le capot. Merci, c'est super gentil de m'avoir invité. Avec plaisir, trop content de passer ce moment ensemble. Partagé. Écoute, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter comment est-ce que l'aventure Eiko a commencé ? Ouais, carrément. Alors, donc moi, j'ai commencé en 2018. Donc j'ai fondé Eiko, j'ai fondé le premier restaurant le 2 juin 2018 à Bordeaux, dans le centre de Bordeaux, dans un tout petit local qu'on a un peu fait maison avec mes parents, avec les potes, tout ça. Donc c'est vraiment de la co-construction, tu vois. Donc là-bas, on faisait du Pokéball. À l'origine, même, on faisait du sushi burrito. Ok. Mais on s'est vite rendu compte que le sushi burrito, c'était beaucoup plus compliqué à opérer. Donc dès le deuxième, en 2019, qu'on a monté, octobre 2019, on s'est vraiment... focus sur le poké. Ouais. Et on a mis le sushi burrito de côté, le lapsus, de côté parce que c'était plus simple de faire du poké et en plus c'était ça qui marchait. Okay. On a très bien vu tout de suite qu'on faisait 80% de poké parce que le sushi burrito, finalement c'est un concept qui a jamais trop marché en France parce que les gens l'ont jamais vraiment compris. Et c'est vrai que c'est bizarre, sushi burrito ça va pas du tout ensemble. Et les gens se l'ont jamais imaginé. Dans d'autres pays ça marchait, mais chez nous ça n'a pas marché. Et du coup en 2018, premier resto, donc là j'imagine tu faisais tout quoi. Enfin Ouais, je faisais tout. Après j'ai toujours eu envie d'en monter plusieurs, donc je me suis tout de suite mis dans l'optique de processer, de faire des fiches recettes, de penser à des recettes qui étaient assez simples quand même, tu vois, pour pouvoir pour qu'elles soient dupliquées. Toujours penser, tu vois, au savoir-faire, pas faire des trucs trop compliqués, trop longs à faire. Et en vrai, je suis resté peut-être 6 mois vraiment dans le resto, tu vois, à bosser. Mais en même temps, je faisais le market, la com, je faisais les achats, la gestion de la boîte, etc. On a vite embauché. Dès septembre. En ayant ouvert en juin, tu vois, on a embauché en septembre parce que je suis tout de suite parti sur le deuxième en fait. Et quand tu as une vision d'en ouvrir plusieurs, tu peux pas te permettre de rester trop longtemps dans l'opérationnel. Donc, mais il y a une bonne partie du temps où je faisais le service du midi avec les gars. Ça me permettait de préciser un petit peu tous les process aussi. Et en fait, l'après-midi et le soir, je bossais, je faisais la com, le market, la gestion, les RH, le développement, etc. Et donc 2018 premier, et du coup tu ouvres quand le deuxième ? Deuxième, octobre 2019, donc là on commence à avoir un peu plus d'argent et à mettre en place, tu vois, toute l'identité architecturale parce qu'on avait plus de moyens pour prendre en archi tout simplement. Le premier, c'était un peu sorti de notre tête. Et pour le deuxième, on avait besoin de quelqu'un qui professionnalise un petit peu tout ça, qui mette en place des matières, des couleurs et puis des visuels pour le menu. Après Covid, donc on a opéré pendant 5 mois. Vous avez fait de la livraison du coup ? Direct. On a fermé une journée. On a appelé tout le monde, Uber, Deliveroo, est-ce qu'on peut bosser ? Ils nous ont dit, nous on peut encore livrer, donc si nous on peut livrer, vous normalement vous pouvez bosser. Le lendemain, on a appelé les fournisseurs, savoir s'ils pouvaient toujours livrer. Et le lendemain, on a réouvert.
Ok. Donc le jour du confinement, on a fermé, mais dès le lendemain, on était au Mail. Ok. Parce qu'on savait en plus que tout le monde était fermé. Donc c'était... C'était une opportunité d'une certaine ouais, manière. c'est ça, de se faire connaître en livraison au moins. Et ça a vraiment bien marché. Au début, on faisait rien. Ok. Mars, avril et mai, ça a commencé à bien bosser. Et après, au confinement d'après, je crois qu'on a fait la meilleure année historique de Echo. D'accord. Ok. Ouais, incroyable. Ok. Bah, les gens voulaient quand même vivre et avoir des moments Mais c'est vrai que c'était un peu le seul truc où tu pouvais dépenser de l'argent. C'est Enfin, ça. bon, t'avais les commandes sur Internet quand même, mais je suis d'accord avec C'est toi. ça. C'était le plaisir. Ça Ultime. rappelait le plaisir du restaurant. C'est En fait. ça, Ouais. exactement. Ok. Et du coup, une fois que tu avais les deux, après, c'est à quel moment que tu t'es dit, bah vas-y, maintenant on va lancer un réseau de franchise? Bah, en fait, ça s'est fait un peu par opportunité. Tu vois, le premier franchisé, c'est Stanislas qui est venu nous voir. Il nous a dit, voilà, je suis allé voir lui, je suis allé voir lui. Maintenant, je viens vous voir vous. Est-ce que vous franchisez? Est-ce que je peux ouvrir moi aussi mon écho? Je lui ai dit, bah, pour l'instant, on n'avait même pas encore le deuxième. Ok. Ah oui, ok, d'accord. Même pas. Moi, je lui ai dit, bah écoute, non, on franchise pas, mais en soi, on a envie de se développer. Donc, si jamais tu es prêt à faire un petit peu le crash test, on va faire des erreurs, on va se planter. Mais en soi, tu as une position hyper privilégiée. Donc, on lui a fait des conditions tarifaires qui étaient cool. Et il a eu une vraie place, tu vois, dans la co-construction de notre stratégie. Et puis, on s'est vraiment tous portés ensemble. Et donc, lui, il a ouvert en août 2020. Donc, je crois que c'était entre deux confinements. Ok. Parce que je crois qu'on a été reconfiné en novembre, un Oui, truc c'est vrai comme qu'il y a ça. eu, Il y a eu 2 phases de confinement. Et lui, il est ouvert en centre commercial. Donc, en plus, c'était sympa. Parce que bah, la galerie t'avais était du fermée. passage, quoi. Ouais, bah non, pas pendant le confinement. Ah oui, En pas fait, pendant- tu oui. sais, tu pouvais pas rentrer. Oui. Par contre, c'était une galerie commerciale, il y avait Carrefour. Mais je crois que les gens pouvaient pas commander au Ouais, comptoir. ok. Il fallait, donc on avait mis un espèce de stop trottoir sur le parking. Et en fait, les gens qui venaient commander, on leur disait, bah non, il faut que vous ressortiez, que vous flashiez le QR code. Et on vous apporte votre commande sur le parking. Et ils Ok. nous disaient, mais on est devant vous, on est là. Et il dit, bah ouais, mais on n'a pas le droit. Donc, Covid, confinement. Ouais. Il nous dit, mais je sors faire mes courses à Carrefour, Oui. là, je peux Ouais, bah, venir c'est quand les même. règles, quoi. Et bah Si non, tu c'est te fais pas possible. toper, C'est ça. dans Donc, c'était marrant. Ouais. Pas tout le temps, mais ça nous a appris quand même à avoir pas mal de réactivité là-dessus et d'agilité. Donc, on a commencé la franchise comme ça, en plein Covid. Et après, on a commencé vraiment à structurer en 2022. Avant, je bossais dans des coworking ou dans les restos. Et j'ai commencé à professionnaliser ça en prenant des bureaux. Ok. J'ai Ça monté t'a donné un cadre, en fait, le fait de prendre des Ouais, bureaux, c'est quoi. ça. Et puis en fait, je pouvais accueillir des gens. Ouais. Donc j'ai commencé à recruter une tête de réseau à partir de ce moment-là. J'ai fait monter mon directeur multisite en tant qu'animateur formateur des franchisés et animateur de réseau. J'ai recruté une directrice marketing et une stagiaire. Et après, un directeur du développement et opération dans l'année, là. Et on a commencé vraiment en 2022 à essayer de développer le concept et voir si ça prenait en franchise. Ok, ouais. Et du coup, c'est quoi un peu les étapes déjà commerciales? Enfin, tu vas sur des salons, j'imagine, de franchisés, non? Il y a des salons, non? Ça se passe comment? C'est... On va dire que t'as pas mal. T'as deux vecteurs qui vont vraiment être porteurs. C'est vraiment la com et le marketing. Donc, t'as comme B2C. T'as comme B2C, donc avec l'objectif de faire connaître ton concept et gagner en notoriété auprès du client final pour augmenter le chiffre d'affaires de tes restaurants. Mais plus tu es connu, plus tu as de la portée. Plus les gens qui viennent manger ont aussi peut-être envie de monter leur restaurant. Et plus tu ouvres de villes, plus tu ouvres un petit peu les limites et les frontières de ton concept. D'accord. Donc vraiment, au niveau B2C, plus tu es connu en B2C, plus tu as du monde en B2B qui veulent aussi ouvrir. Ok. Et après, tu es en B2B, où là, effectivement, tu as des canaux d'acquisition qui sont propres. Ça va être effectivement les salons, de l'ADS, sur LinkedIn, Meta, Google. Ça va être... tu peux organiser des webinars en parlant du coup de ton expertise sur un sujet et du coup tu vas driver du monde. Tu peux utiliser aussi de l'influence LinkedIn, etc., etc. Donc ça s'est développé comme ça. Et du coup, Ouais. en 2022, il y avait combien de franchisés du coup? Enfin, c'était quoi l'évolution du coup? Parce que maintenant vous êtes à 25, hein, tu me disais? 22. Je 22. crois qu'on a ouvert le 22. 22e Ok. hier.
En 2022, il devait y en avoir 5. Ok. Ouais, je devais avoir les 2 de Bordeaux, celui du centre commercial, donc à Bègle, Rive d'Arcin. J'avais Nantes et j'avais Saint-Barth. Ok. Ouais, pas Donc, mal Saint-Barth. Ouais, pas mal. Pas mal. Et peut-être Sainte-Eulalie. Enfin voilà, c'était le début, quoi. Donc 5 la première année de franchise. Ouais, c'est ça. Deuxième année, c'était... Je sais plus, après on en a monté 3-4, après 4-5, Ok. après 5-6. Ouais. Et là, l'objectif, on aimerait bien arriver sur une dizaine d'ouvertures par an, 10-12 Ok. ouvertures par an. Ok. Donc là, on aimerait muscler un petit peu le développement. Ouais. En fait, le fait d'amener du développement externe, tu vas forcément faire grossir la notoriété de ta marque et du coup le trafic en restaurant. Plus tu es connu, plus les gens pensent à toi, plus les gens vont manger chez toi. Ok, ouais. Donc l'objectif, Il y a tout qui se nourrit au final. Ouais, c'est ça. Ok. Plus tu montes de resto, tu as une règle dans la franchise, plus ton réseau est grand, Ouais. plus chaque franchisé en local fait de chiffre d'affaires. Ok. C'est un peu comme la notoriété top of mind, tu vois. Oui. Si tu as 20 McDo sur le territoire en France, ils feront tous 1,2 million. Mais comme tu en as 1600, leur moyenne, c'est 3,5 millions ou 4 millions. Ah, ok. Voilà, c'est une espèce de marqueur de la franchise, quoi. Ok. Et du coup, toi, au siège, du coup, vous êtes organisé comment? Enfin, c'est quoi un peu, du coup, je sais pas comment, si on peut appeler ça limite des services. Enfin, je sais. Ouais. Enfin, des petits services, des fois. Ouais, Bah ouais, en gros, tu as l'animation-formation qui est gérée par Guillaume. Ok. Donc lui, il est tout seul. Donc en gros, c'est lui qui est en charge d'animer la franchise, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc c'est lui qui s'occupe des audits. C'est lui qui accompagne les franchisés sur la majorité de leurs problématiques opérationnelles, terrain. Et après, il s'occupe aussi de la formation. Donc c'est On par délivre, exemple, quand tu dis problématique, c'est par exemple, je sais pas, moi j'ai un Eco, je sais pas, à Strasbourg. Ouais, Mon resto, je sais pas, j'arrive pas à atteindre mon chiffre. Du coup, je peux appeler Guillaume et lui dire, bah voilà, je suis en galère sur l'atteinte de mes objectifs. C'est Qu'est-ce ça. qu'on peut mettre en place? c'est ça. Ok. Et C'est un après, espèce de consultant au final qui... c'est ça, ouais. tout à fait. Il va t'accompagner dans la poursuite et la réalisation de tes objectifs. Donc, il va avoir, par exemple, il peut te faire une business review. Généralement, il en fait une tous les trimestres par restaurant. Ok. Donc, on va avoir des KPI et on va savoir du coup qu'est-ce qui manque dans ton resto. Est-ce que tu as trop de staff? Est-ce que tu n'es pas assez rapide? Est-ce que tu n'as pas assez t'as pas de bonnes notes? Donc, du coup, tu as un problème au niveau de ta qualité, de ta formation, des process. Ouais, ok. Est-ce que tu as un coût matière qui est trop haut? Donc, ça veut dire que tu as tendance à jeter plus de produits que les autres. Donc, peut-être que tu fais trop de pertes, etc., etc. Ok. Et ça, on va réussir à le savoir. Si c'est du market, du coup, après, il envoie vers le market. Ouais. Si c'est un problème opérationnel, c'est lui qui s'en occupe. Et généralement, c'est ça. C'est soit de l'opérationnel, soit communication market. Ok. Et donc tu as Guillaume qui est ton animateur. Ouais. Après, J'ai Géraud qui a la direction développement achat. Ok. Développement achat opération Donc en gros, avec un apprenti. C'est pour tous les achats, même de mobilier, ou c'est les achats vraiment de matières premières, enfin quoi. Tu as tous les achats de matières premières, mais aussi tout ce qui a trait vraiment à un restaurant. Et ça va être aussi tous les partenaires auxquels on va faire appel, donc que ce soit les travaux, les partenaires bancaires, l'assureur, le comptable, etc. etc. Toi, du coup, tu as une telle force de frappe avec le réseau que du coup, tu peux aller négocier des contrats d'exclusivité avec les assureurs. Après, on n'oblige pas les franchisés à prendre nos prestataires, parce que nous, on n'en retire rien. Mais c'est plus facile à gérer parce que du coup, quand tu as un réseau, quand tu as un comptable qui a 10 restos, forcément, c'est plus simple de faire des parallèles et c'est plus simple parce que tu as le même outil, tu te connectes sur la plateforme où tu as tous les SIG, tu peux savoir que lui, il est en rouge, les autres, ils sont en vert, donc lui, il décroche. Nous, c'est plus simple pour avoir une visibilité. Et en fait, on a des outils, par partenaire, on a des outils qui sont adaptés à nos besoins. Okay. Tu vois, tu vas avoir des experts comptables qui ne vont pas faire de SIG mensuel, alors que c'est un outil super pour monitorer ton activité. SIG, solde intermédiaire de gestion, on est d'accord. Qui permet de voir les bidas. Exactement. Tous les mois, la masse salariale, le coût matière, les bidas, globalement, c'est les 3 trucs qu'on regarde. Et puis dès qu'il y en a un qui n'est pas dans les seuils, on va aller le voir, on va essayer de comprendre pourquoi. Ok.
Donc ça, c'était le troisième pôle. Et après, le quatrième, c'est marketing, c'est ça? Ouais, marketing, donc là, elles sont 3. Tu as une directrice market et comme tu as une chargée de marketing opérationnel. Donc, elle va s'occuper de tout ce qui est accompagnement du franchisé dans la réalisation de sa communication, à la fois nationale et locale. Ok. Donc, elle va mettre en place opérationnellement toutes les actions du PAC. PAC, plan d'action, de communication commerciale, Ok. truc comme ça. Nous, on fait des packs semestriels parce que si tu les fais en annuel, potentiellement, tu dois te répéter parce que tu perds l'attention et puis ils s'en rappellent plus au bout d'un an, les franchisés. Ouais. Donc, elle met en place du coup toute la stratégie nationale et elle est chargée aussi comment dire, d'optimiser toutes les activations que tu peux avoir en local et de faire en sorte que ces activations soient simples à mettre en place pour les franchisés. Ok. Parce qu'il ne faut pas que le franchisé il passe son temps à faire du marketing local. Donc Et ça les veut cho- dire que par exemple, tu vas donner des templates, je sais pas, où lui va pouvoir changer, je sais pas, le nom de son adresse. Enfin, C'est ça. comme ça, lui, il fait ses posts Instagram beaucoup plus facilement. Alors ça, on ne le fait pas particulièrement, on ne le fait pas pour Instagram Ouais. parce que c'est toujours compliqué d'avoir une cohérence, même si tu leur donnes un cadre. Ouais. Tu as beaucoup d'enseignes qui le font et moi je trouve que ça ne marche pas trop et tu perds en cohérence. Plutôt que d'avoir un seul compte où tu as, je sais pas, 50 000 followers, Ouais. là tu vas en avoir plein de petits qui ont tous 2000, 2500. Ouais, ok. Maintenant avec Instagram, tu peux largement faire du marketing local et tu peux cibler des campagnes. Ouais, ok. Donc franchement c'est suffisant. Ouais, donc en fait, vous avez votre compte, par exemple, Eiko, Ouais. c'est pour au niveau national. Ouais, c'est ça. Ah, ok. C'est ça. Après, on a un compte Eco Dubaï et un Ouais. compte Eco Saint-Barth parce que c'est des marchés qui sont totalement différents et on ne peut Ouais. pas communiquer nous à Dubaï. Surtout qu'ils ont une autre carte, ils ont une carte qui est adaptée à leur marché. D'accord. Donc là-dessus, on a ouvert d'autres comptes. Mais sur tout ce qui est territoire français, on reste sur le compte Eco France. Mais typiquement, tu vois, pour le street marketing, Ok. on ne peut pas leur demander d'aller distribuer des flyers de manière un petit peu désorganisée. Ouais. Donc on est obligé déjà de leur fournir le support, mais aussi de leur expliquer comment il faut faire. Ok. Donc ça, pour tout un tas de petites activations, Donc ça on veut essaie dire de que- leur mâcher le travail et de leur faciliter le truc. Ça veut dire que les activations, elles se font toujours au niveau national. Donc ça veut dire que par exemple, si tu as, je sais pas, une offre promotionnelle, en fait, elle est appliquée à tous les restaurants. C'est ça. Après, tu as toujours un restaurant qui peut ne pas participer. Oui, ok, Il a il le n'y a droit. pas d'obligation de... Non, tu as des obligations, un changement de carte, c'est une Ouais. obligation. Parce que, ok, c'est du marketing, mais tu as des activations marketing Ouais. dans le changement de carte, mais c'est de l'opérationnel et tout le monde est obligé d'avoir la même carte, comme un McDo. Par contre, tu peux voir McDo, tu vois la liste des restaurants partenaires dans les conditions générales, machin. Ah, ok. Tu vois, si tu fais une promotion de 20% sur toute la carte pendant une semaine à l'occasion du lancement, tu as très bien un gars qui peut te dire, bah moi je souhaite pas participer parce que Mon resto tourne bien comme ça. pour X ou Y raison, ouais, voilà. Il peut ne pas avoir non plus énormément d'appétence pour tout ce qui est stratégie promotionnelle, mais il va peut-être participer à plus d'affichage ou plus de stratégie ads. Mais tout ce qui est promotion, il aime moins ça. Donc Ok, ouais, d'accord. Ouais, après, ok. c'est en fonction des profils des franchisés. D'accord. Nous, on n'a pas le droit de leur imposer tout parce que derrière, ils peuvent aussi ils peuvent aussi aller t'embêter si un jour ils ont un problème de rentabilité, si un jour tu as une liquidation sur un restaurant, ils peuvent te dire bah oui mais ils m'ont obligé à mettre 10 000 euros de marketing sur l'année dernière et en fait les 10 000 euros de marketing c'est ce qui me manquait pour payer mes employés donc j'ai dû commencer à licencier quelqu'un, j'avais plus assez de monde pour faire mes pokés et du coup La qualité a baissé, du coup. et du, voilà, ouais, et du coup, ok. j'ai mis la clé sous la porte et maintenant j'ai une ardoise de 70 000 euros. Ouais, ok. Et là, il va dire, bah, c'est de leur faute du coup. Parce que s'ils ne m'avaient pas obligé de base avec ces 10 000 euros, j'aurais pu m'en sortir. Ouais, ok. Donc, tu es obligé de leur laisser des libertés. L'objectif, en fait, c'est de ne rien imposer, mais c'est vraiment de chercher l'acceptation de tes idées. Ouais, ok. Parce que si tu passes en force et si tu les obliges, si tu les contrains à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire, pour moi, ton réseau, il va droit dans le mur. Ouais, ok. Parce que ça veut dire que tu as des mecs qui sont contre toi, fondamentalement. Tu les obliges à faire un truc qu'ils n'ont pas envie de faire, à dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas envie de dépenser, parce qu'ils ne croient pas en toi. Ouais, Ils ne croient pas en toi, ils ne croient pas en tes idées, ils ne croient pas en ta carte, en ta stratégie.
Et du coup, c'est un peu Ouais, problématique. faut faire adhérer tout le monde Ouais, là-dessus. c'est ça. Ouais, ok. Et du coup, toi, pour animer ton équipe au siège, c'est quoi un peu les routines de management que tu as mis en place? Alors, nous, on commence à processer tout ça. Ouais. On est en train de voir, tu vois. Parce qu'avant, vous pensiez, enfin, c'était pas nécessaire ou qu'est-ce qui vous a Avant, amené on à n'avait mettre ça qu'un en weekly. place? Ouais. On avait un weekly. On réunissait toute l'équipe pendant 3/4 d'heure, 1 heure, Ouais. le lundi. Et même avant ça, on n'avait pas de weekly. On n'avait pas de weekly. Moi, je faisais des points et moi, je faisais le lien entre tous les services. On s'est rendu compte que c'était important qu'on ait un temps d'échange, vu que maintenant on est 7-8. C'était important qu'on ait un temps d'échange tous ensemble, le lundi matin, 9h15, 10h15, pour essayer de débloquer certains points bloquants, essayer de répondre à des questions. Ouais, d'avoir les infos. Voilà, parce qu'apraprès, ça part en semaine. Il y en a un qui part en déplacement, un apprenti qui est à l'école, un autre qui est en formation, l'autre qui est en congé. Donc, tu as besoin d'un moment d'échange où tu mets un peu tout à plat et où tu poses des questions aussi à tes collègues, sans forcément les bloquer sur un sujet pendant une demi-heure. Ça permet de faire avancer tout le monde. Ça, c'est hyper important. Et après, hebdomadairement, trimestriellement, mensuellement, on va avoir des points d'étape. Où on va avoir des points au marketing, des points aux achats, des points à la formation, des points sur la vision, des points sur l'avancement des nouvelles cartes, etc. Et ça, on a des récurrences. Okay, ouais. Tous les mois, on sait qu'on a un Rex marketing et un Rex chiffre sur le mois passé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Toujours vos chiffres. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, ça me permet d'éviter du coup de faire l'analyse. Et c'est par exemple le directeur des achats qui dit, bon, là, typiquement, on a lancé un cookie il y a 3 mois. Il est en dessous des prévisions. Et moi, je me dis, bon, à la prochaine carte, potentiellement partir sur une autre F. Okay. Ou laisser un seul cookie s'il y en a un des deux, tu vois, qui sort du lot, remplacer le cookie qui marche pas par je sais pas, un brookie ou quelque chose comme ça. Okay. On aime bien avoir une offre de dessert fait maison, une offre de dessert avec des fruits frais et une offre un petit peu plus sur le pouce, tu vois. C'est ce que tu auras toujours des clients qui vont aller le consommer plus tard avec un café, qui vont le mettre dans le sac, etc. Okay. Donc ça, c'est important d'avoir quand même cette offre. Okay. Donc ça veut dire que toi, tu as toute cette remontée des informations qui sont connectées. Enfin, au siège, tu récupères les informations de tous les restaurants, enfin tout ce qu'ils ont vendu, tu as tout, enfin du coup tu peux tout analyser. Ouais, tout est centralisé sur la caisse. Par contre, ça c'est une obligation. Tout le monde est obligé de prendre la même caisse, la même fidélité, les mêmes bornes, le même click and collect, parce que derrière, moi, je peux pousser de la caisse, je pousse un seul menu. Et donc du coup, j'ai un produit. Le Coca, je le vends partout, c'est le même code produit. Si j'avais 2 caisses, ce qui arrive souvent quand tu changes de partenaire caisse, tu es obligé de faire une transition parce que généralement, tu as des engagements, tu vois, d'1 an avec certains partenaires caisses. Et si tu as envie d'opérer un changement, y a toujours un moment où tu dois gérer pendant une année entre 2 caisses. Et du coup, tu gères avec 2 remontées. Tu gères 2 remontées d'informations. Okay. Du coup, tu dois tout consolider. Du coup, ça complexifie tout. Et puis, dès que tu changes un produit, du coup, il faut le faire 2 fois. Il faut repousser les catalogues sur tout. Tu as forcément un des 2 qui merde. C'est hyper compliqué. Okay. Ouais, donc tu as toute cette remontée d'informations. Et du coup, toi, ça te permet au niveau du siège de prendre certaines décisions, de se dire, OK, il faut plus qu'on aille sur ces produits-là. Il faut qu'on modifie... C'est ça. Et après, il y a des choses, il y a des décisions que j'arrive pas à prendre et je demande au réseau. Là, c'est arrivé genre avant-hier, il y a 3 jours. On lance la nouvelle carte la fin octobre. Il y a un poké que j'ai pas envie d'enlever, mais je sais qu'il fait pas le chiffre. Mais j'ai pas envie de l'enlever parce qu'il répond à une vraie clientèle. C'est un ceviche. Ceviche aux fruits de la passion. Il est super, c'est une super recette. On l'a lancé à la carte d'été dernier, mais il marche pas comme on voudrait qu'il marche. Donc ça m'embêtait vraiment de le garder et je savais vraiment pas ce qu'il fallait que je fasse. Est-ce que je le garde et je garde du coup parce que je relance aussi 2 autres recettes, plus un bao, plus un side. Et est-ce que je prends le risque d'avoir une carte un petit peu plus longue, d'avoir moins de lisibilité, mais de garder cette recette qui me tient à cœur et qui tient aussi à cœur pas mal de personnes, parce que tu as quand même une clientèle spécifique pour ce produit.
parce que t'as très peu de pokés aujourd'hui qui ont des ceviches. Ok. Ou est-ce que on l'enlève et puis très cartésien, on enlève le sentimental, on l'enlève. S'il faut le remettre plus tard, on le remet plus tard. Et là, j'ai demandé au réseau, sur WhatsApp, on a un groupe WhatsApp, j'ai fait un sondage. Vous en pensez quoi? Vous voulez le garder ou pas? Voilà les pour les contre. T'en as, je sais pas, sur 25, t'en as peut-être 20 qui voulaient l'enlever. Bon, on l'enlève. Ok. Ok. C'est aussi eux qui décident. Oui, c'est ça. Nous, on bosse pour eux. Mais c'est ça, mais je pense que c'est ça qui est beau, bien aussi, c'est qu'en fait, tu te sens considéré, et du coup, tu sens aussi que tes idées, elles peuvent être mises en place. C'est ça. C'est ça. Ouais. Ok. Et du coup, toi, ton organisation actuelle, si par exemple, tu augmentes ton nombre de restaurants, est-ce que du coup, tu dois doubles ton nombre de restaurants franchise, tu dois doubler ton équipe ou pas? Enfin, comment... Est-ce que tu as des gains d'échelle? Ça, c'est le cas pour les restaurants qui se développent les réseaux qui se développent en succursale. Okay. En succursale, la différence, c'est qu'en succursale, c'est ton restaurant à toi. En franchise, ça appartient à un franchisé. Quand tu montes un restaurant en succursale, forcément, nous, par exemple, faut qu'on recrute 5 employés polyvalents, plus un assistant manager et un manager. Et forcément, au siège, tu as une équipe succursale qui gère le développement et la bonne tenue de tous tes restaurants succursales. Donc là, on va dire que ta masse salariale est un peu proportionnelle au nombre de restos que tu as. Pour une franchise, finalement, tu as pas mal de métiers, tu as pas mal de tâches que tu fais, que tu les fasses pour 20 ou pour 50, finalement, c'est la même chose. Quand tu fais une OP nationale pour le lancement de la nouvelle carte, en soi, si tu fais une vitrophanie, ok, tu dois la penser pour 50 restaurants et tu as peut-être des formats de vitrines de restaurants qui vont être un peu plus larges, mais en soi, c'est ta même créa. Donc, au lieu de faire 6 déclits, tu en fais 8. Parce qu'il y en a une qui est plus carrée, l'autre qui est plus rectangle, l'autre qui est plus ovale, l'autre qui est en Sandco, donc il faut que tu fasses un stop trottoir en A1, etc., etc. Mais en soi, nous aujourd'hui, on lance une vitrophanie, on a 6 déclinaisons. Je pense que dans 30 restaurants, on aura toujours 6 déclinaisons. Tu vois. Une fois que tu as fait le portrait, le paysage, le carré, tu as déjà fait 80% de tes restos. Quoi. Donc en gros, si je comprends bien, c'est surtout sur l'animation du réseau. Tout à fait. C'est là que tu vas embaucher parce que... Ouais, en fonction des réseaux, tu as des restaurants qui demandent plus d'animateurs. Okay. Par exemple, si tu as de la cuisson, de la restauration traditionnelle, si tu as des équipes de 20, 25, 30 personnes. Je pense par exemple à des équipes, tu vois, sur le groupe Bertrand, sur un haut bureau, c'est des machines de guerre, les trucs. Donc forcément, tu as plus de boulot et un audit prend beaucoup plus de temps sur un restaurant de 400 mètres carrés avec des serveurs, des barman, des chefs de salle, des chefs de rang, des chefs, des sous-chefs, des commis, des plongeurs. Une carte énorme aussi. Voilà, nous on a 5 employés polyvalents, 2 encadrants et basta. Et la majorité des restaurants fait entre 80 et 90 mètres carrés. Le plus grand, je crois qu'il fait 120, 130. Ça reste à taille humaine, donc à auditer, ça prend une journée avec le Rex, avec le franchisé, plus du coup toute une étude en amont de tous ces chiffres, tu vois, en 360. Donc ça, on fait ça 4 fois par an, 3 à 4 fois par an. Un animateur pour 20 restaurants, aujourd'hui, chez moi, ça suffit. Okay. Donc, à 40, il y en aura 2, à 60, il y en aura 3, et peut-être qu'à un moment, il y aura un encadrant de l'animation. Ouais, c'est ça. Mais c'est tout. Tu vois, les achats, le développement, c'est pareil. Et puis le marketing, en soi, aujourd'hui, elles sont 2,5, puisqu'il y a 2 temps plein et un apprenti. En soi, aujourd'hui, il n'y a pas forcément besoin. Après, il y aura peut-être un assistant ou une assistante de direction pour gérer tout ce qui est gestion, RH, et pour nous faire gagner du temps à tous. Mais tout ce qui est compta, facturation, parce que forcément, tu as un peu plus de facturation. Mais c'est pas non plus incroyable. Quoi. Ouais, c'est très scalable comme modèle. C'est très scalable et pas scalable. Ah ouais? En fait, quand tu es scalable... ça veut dire que, pour moi, ma définition, c'est, moi j'ai un truc, j'ai un produit, un service à vendre, et du jour au lendemain, en gros, je peux le vendre à tout le monde. Oui. Moi, il faut quand même que j'ouvre un resto, ça me prend 6 mois, il faut que je trouve le franchisé, ça coûte 350 000 balles. Donc si demain, je veux vendre des pokés à Lyon,
J'ai quand même un peu de temps avant de pouvoir penser. Si c'était scalable, tu vois, je trouverais un réseau de distribution où je me dis, bah, je peux tout faire partir de Oui, oui, Bordeaux oui. et j'arrive à le vendre dans tous les Oui, monoprix. oui. Tu vois, un espèce de Oui, truc oui. comme ça. Non, et je me suis mal exprimé, mais ce que je veux dire, c'est que tu as énormément d'économies d'échelle. C'est-à-dire Par contre, que ça, oui, tu peux avoir une cinquantaine de restaurants, ou même plus, une c'est centaine, ça. et en fait, ton équipe, elle va pas tripler ou Ouais, quadrupler complètement. de volume, quoi. Ouais, Ok. ouais, carrément. Super. Ben moi, je serais super intéressé là qu'on creuse encore la franchise, parce que Ouais, justement, en amont, là, en préparation du podcast, tu me disais, bah, la franchise, c'est quand même contractuellement, c'est quand même spécial dans le sens où, bah voilà, tu me disais, bah, si ça se passe mal, ouais. bah, tu as une nullité de contrat qui peut t'appliquer. Et toi, en tant que gérant de la franchise, ça se dit comme ça, ou le animateur de la franchise, enfin le Ouais, direct, enfin gérant, je pense, gérant de la gérant de la franchise, tête de réseau. gérant de la tête de réseau, tu as une responsabilité. Franchiseur, En tant que voilà, en tant que tout franchiseur, simplement. tu as une responsabilité. Ouais, bah après, je suis pas spécialiste niveau juridique, Ouais. mais effectivement, bon, déjà, tu as plusieurs types de contrats. Je crois que tu as des contrats de partenariat, Mhm. tu as des contrats de licence de marque, tu as des Mhm. contrats de franchise. Le contrat de franchise, c'est celui qui va le plus régir la relation entre, bah, du coup, ton partenaire, qui est un franchisé, et la tête de réseau, qui est Ok. franchiseur. Après, en licence de marque, tu es licencié. Et après, tu as d'autres trucs. Je crois que tu as des contrats de concession aussi. Ok. Donc, tu as différents modèles de développement. La franchise, ouais, c'est le truc le plus poussé. C'est le truc où il y a le plus de règles. Et donc, ouais, il faut être prêt. Nous, on a commencé à se développer en licence de marque parce que justement, on n'avait pas de... En tout cas, on ne pensait pas avoir un savoir-faire suffisant pour monter une franchise. Ouais, parce que tu me disais, ce qui est très important, c'est tous les process. Ouais. En gros, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer quels sont les process justement que tu dois livrer à Ouais. tes franchisés pour qu'ils puissent Bah, ouvrir leur resto? en gros, tu as tous les process opérationnels, tu as tous les process sur tes outils digitaux que tu leur mets à disposition, tu as tous les process de gestion d'une entreprise, même si tu dois les laisser gérer leur entreprise. Sinon, ça peut être un petit peu pris comme de l'ingérence Ouais. et du coup, ils peuvent te dire qu'ils ont été obligés de faire ces choix parce que tu leur as demandé de les faire. Et du coup, c'est à cause de toi qu'ils ont fait faillite, en gros. Ah, Tu ok. vois, ça peut être ça. Si un jour il y a un resto qui a un problème, il peut te remettre sur toi, sur ta responsabilité, tout ce que tu as, tout ce que tu l'as obligé de Ouais. faire. Donc ça, il faut faire attention là-dessus. Euh, Après, il y a les process au niveau du discours, de la fidélité, de la tenue, de l'hygiène, euh, des process aussi pour tout ce qui est alimentaire, ce Ouais. qui est logique. C'est vraiment la vie d'un restaurant à Ok, 360. ouais. Tu dois tout processer pour que le gars, il n'ait pas trop à se poser de questions et qu'il puisse dédier l'intégralité de son temps qu'il a voulu dédier à la Ouais. franchise, parce que tu en as certains qui montent une franchise pour être investisseurs, donc ils mettent tout Hmm. de suite un Ok. opérationnel dedans, un directeur, et du coup, eux, bah, c'est plus le directeur, notre point de Ouais. contact. Euh, on en a quelques-uns comme ça. Par contre, celui qui est exploitant, voilà, faut qu'il ait l'intégralité de son temps disponible pour ses clients, la gestion de sa boîte, la formation de ses équipes, euh, un petit peu de marketing local aussi quand il peut, quand il a le temps et quand il a le Euh, budget, et potentiellement aussi penser au deuxième, ouais. son développement. Donc ça veut dire que si moi, en gros, moi j'y connais rien à la Ouais, restauration, je viens dans un éco, ouais, j'ai un manuel et en fait je suis capable de faire un poké, je suis capable de gérer la boîte. c'est ça. Ouais. Donc ça veut T'as, dire que dans tes process, tu as quand même un niveau très, enfin je sais pas comment dire, très dans le détail quoi. Bah, tout est décliné en vidéo. Ok. Donc en fait, on a monté un site internet. Nous, on a un point de contact avec le franchisé. C'est un intranet. Ok. Sur l'intranet, il a accès au manuel opératoire. Il a accès, qui a un lien vers un autre site qu'on a Ouais. monté sous Notion, avec des rubriques à Ouais. chaque fois, marketing, opérationnel, juridique, compta gestion, RH, facturation, machin. Et ensuite, tu as une partie tuto pour tous les outils digitaux. Mm. Donc on t'explique comment utiliser la caisse, comment utiliser Deliveroo, comment utiliser Uber, comment utiliser Tabesto, comment utiliser machin, tout, 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 tout. On a une trentaine d'outils, Ouais. tout est expliqué. Tu as les documentations des outils, plus tu as des tutoriels qu'on tourne nous.
Donc en gros, tu as Guillaume, mon animateur, qui me filme et moi je dis voilà comment utiliser Eatpilot, notre cerveau de gestion pour la cuisine. Ok. Et du coup, je vais leur montrer tout. Bon, là, vous passez vos achats, attention, machin, il y a truc. Là, il y a une nuance là. Machin. Et donc en gros, ils peuvent tout savoir. Après, il y a beaucoup d'infos, mais ils savent tout sur cet outil-là. Après, tu as une partie vidéothèque, où tu as tous les process qu'on met sur des fiches techniques qui sont aussi déclinés en vidéo. Ok. Donc par exemple, pour faire un tiramisu Oreo, qu'on fait maison, tu as une fiche technique, mais tu as aussi une vidéo de quelqu'un qui le fait, Ok. avec les sous-titres et avec la voix. Comme ça permet un maximum d'accessibilité. Tu peux le voir sur ton téléphone, sur une tablette, sur l'espèce d'écran en cuisine qui nous sert à tout faire. Donc ça, c'est hyper accessible. Et ensuite, tu as la base documentaire où tu as du coup tous les process en PDF qu'on leur met à disposition. Où est-ce qu'il faut les afficher? Est-ce qu'il faut les imprimer ou pas, etc. Ouais, etc. de façon réglementaire, tu as des choses à afficher. C'est ça. Ok. Et après, donc là, si tu reviens après sur l'intranet, tu as accès au calendrier marketing, où tu as toutes les OP qu'on met à jour généralement 1 mois et demi, 2 mois avant que ça sorte. Comme ça, ils savent s'il y a des flyers à commander, ils savent quand est-ce qu'est la sortie de tel produit, ils savent s'il y a une OP Deliveroo, Uber, privée ou nationale, etc., etc. En temps réel, ils n'ont pas besoin de demander au marketing. Au fait, vous avez fait une présentation il y a 2 semaines, mais je la retrouve plus, vous pouvez me l'envoyer parce que j'ai plus la date de truc. Calendrier, ils se connectent, ils ont leur login, terminé. On a une newsletter qu'on envoie aussi. On a des actus où du coup tout passe par l'intranet aussi. Ils sont notifiés sur leur boîte mail et tout a un historique de toutes les communications groupes du coup sur l'intranet. Et après, je crois que tu as un dernier truc. Ah, tu as un formulaire de contact. On essaie de maintenant, chaque franchisé qui a une demande assez spécifique, je te dis une bêtise, par exemple, je veux dynamiser mon offre de l'après-midi et j'aimerais créer une formule goûter. Voilà. Ça, il nous fait la demande sur l'intranet. Nous, ça arrive directement dans notre outil ClickUp, là où on gère tous les projets. Et du coup, là, il va peut-être taguer le marketing, mais du coup, ça va être plutôt le produit, donc moi, qui vais m'en occuper au début, et après je vais le donner au marketing, mais je vais déjà penser au produit, à qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on le nationalise, est-ce que c'est une demande qui est très locale et qui ne servira pas aux autres, est-ce que du coup on le traite tout de suite ou on l'intègre à une nouveauté produit, etc. etc. Okay. Et après, ça permet, tu vois, de classer un petit peu par ticket toutes les demandes des franchisés, de ne pas les perdre et de garder un historique. Et après, dans l'intranet, c'est à peu près tout, je crois, ce qu'il y a. Donc, en fait, si je résume, moi, ce qui me marque, c'est vraiment la valeur au final d'une franchise. C'est vraiment tes process. Enfin, le concept, quand même, et t'as après les process derrière, non? Je ne saurais pas le hiérarchiser. Je pense que les deux sont aussi importants. Non, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on pense beaucoup... en gros, alors, il faut faire attention. Faut faire attention parce que même si tu as plein de process, tout dépend de comment ils sont mis en place par le franchisé. Et tu as une énorme différence dans la gestion d'un point de vente quand il est bien géré ou mal géré. Donc ça veut dire que les process ne suffisent pas s'ils ne sont pas mis en place correctement, s'ils ne sont pas suivis. Et la marque en elle-même ne suffit pas non plus pour te ramener suffisamment de chiffre d'affaires si toi tu ne sais pas gérer ton resto. Et du coup, comment tu identifies justement entre un resto qui fonctionne bien et un resto qui fonctionne moins bien, justement dans l'application des process, c'est quoi qui fait la différence? Parce que nous, après, on a des KPI. Donc on a des KPI par outil. Donc on le met aussi dans le Manob, comme ça ils peuvent s'auto-évaluer. Par exemple, on a Combo, c'est un outil qui te permet de faire tes plannings. Sur Combo, tu as un certain nombre d'informations. Avant d'être noyé dans l'information, moi je te dis, tu dois regarder 4 trucs. Sur ces 4 trucs, si tu es à tel pourcentage, c'est bien. Si tu es au-dessus, c'est pas ouf. Et donc du coup, pareil sur Uber, pareil sur Deliveroo, tu as un temps de préparation, tu as un nombre de commandes erronées tu as un pourcentage de commandes erronées. Si tu es à plus de 2% de commandes erronées, ça commence à faire beaucoup. Et tu as une note. Si tu es à moins de 4,6 sur 5 chez moi, ça commence à être moins bien, etc., etc. Et en fait, quand tu remplis pas les critères qu'on a définis nous,
qui sont tout simplement les critères de la moyenne du réseau. Tu vois en fait qui décroche. Okay. Et ces KPI sont très révélateurs de la manière dont est géré le restaurant. Et on sait exactement aujourd'hui, avant d'auditer le restaurant et avant de regarder ces KPI, on sait très bien quel resto est dans les clous et lequel n'est pas. Donc, je ne dirais pas lesquels. mais voilà, en les ayant en interface, tu vois, tous les jours, on sait très bien ceux qui sont carrés sur les process, ceux qui sont très impliqués dans le respect des process et à suivre les guidelines, et ceux qui sont un petit peu plus à improviser, à trouver des astuces pour aller plus vite en sautant 2-3 étapes. Okay. Et donc, du coup, si nous, on a mis qu'il y avait 6 étapes, c'est qu'il faut respecter les 6 étapes. Ouais, donc en gros, c'est vraiment... si ton process il n'est pas respecté, tu as un risque au final que ton resto soit moins performant. Quoi. Ouais, c'est ça, complètement. Et tu le vois directement sur la satisfaction du client, sur la note. Ah, sur la note Ouais, complètement. Okay. Typiquement, tu vois, tu as un truc qui est un peu chiant pour les franchisés, qui est un peu chiant pour les employés polyvalents, c'est la fidélité. Ouais, c'est chiant parce que c'est vrai que ça te fait perdre 10 secondes à chaque fois. Et quand tu es dans le jus, tu n'y penses pas. Et quand la personne te pose des questions, du coup, tu perds encore plus de temps. Ouais. Et du coup, il faut lui expliquer le programme de fidélité, etc. Donc, tu vas perdre du temps et c'est plus facile de dire vous voulez quoi ok, ça marche, c'est prêt dans 2 minutes, tenez le TPE. Plutôt que vous êtes dans le programme de fidélité. Ah, bah, le programme de fidélité, c'est ça. Si vous avez 100 points, vous pouvez avoir 5 euros, machin, 1 euro égale 1 point. C'est long. Mais en fait, ça, tu le vois vraiment, ceux qui sont impliqués vraiment, c'est ceux qui ont le plus de taux d'embasement du programme de fidélité. Et ça se voit dans les chiffres et dans la progression, et ça se voit dans la satisfaction du restaurant, dans les notes Deliveroo, Uber et Google, ça se voit dans les notes, dans les audits que Guillaume fait, les audits hygiène, ça se voit partout. Et c'est un peu un curseur qu'on a, que s'ils sont bons dans le programme fidélité, ça veut dire que tout le reste, ils le font très bien, puisqu'ils acceptent de perdre du temps, entre guillemets, et ils arrivent à voir la valeur ajoutée d'un programme de fidélité qui est très marketing, qui est très... Tu vois, tu as plein de gens qui n'y croient pas. Mais en fait, s'ils arrivent à aller à ce niveau de détail et s'ils arrivent à suivre ces process suffisamment, ça veut dire que le reste, ils le font bien. Le tiramisu, ils n'ont pas de raison de louper les deux étapes, tu vois, qui peuvent être sautées. Donc, on sait que tout le reste est bien fait quand la fidélité est respectée. Ouais, ok. Ah, super intéressant. Du coup, si on est sur le sujet des process, j'imagine il y a des étapes bien définies quand tu ouvres ton resto. Ouais. Chez vous, comment ça se passe? Alors, chez nous, on a un ClickUp. Okay. On a un ClickUp qui est un peu comme un Monday, un Asana, ClickUp, un c'est Notion. un outil de gestion de projet. Quoi. Ouais. Et c'est vraiment top. Au début, on était sur Notion, on a essayé de comprendre Notion, on n'y arrivait pas. En fait, les bases de données et tout. Tu peux trop tout faire sur Notion. C'est ça. C'est incroyable, mais tu peux trop tout faire. Et du tu coup, peux te perdre après. Ouais. Complètement. Et du coup, on a choisi ClickUp parce que c'est un petit peu plus cadré. Plus cadré, ouais. Et là-dessus, on a un rétro-planning sur 3 mois ou 4 mois où on a toutes les étapes de montage de restaurant, du premier rendez-vous qu'on fait avec lui à la validation de la candidature jusqu'à l'ouverture effective et l'inauguration et tout le plan marketing qu'on met en place. Donc, tu as M-3, M-2, M-1, M0, inauguration, et après J+1, J+10, J+30. Okay. Et après, c'est le parcours classique. Tu signes un contrat de... Enfin, tu vois la personne. Ensuite, tu signes un contrat de réservation de zone. Tu cherches ton local. Ouais. Une fois que tu l'as trouvé... Vous l'accompagnez là-dessus sur la recherche de local, par exemple? Nous, on cherche le local pour lui. Ah, ok, d'accord. Donc, on lui demande de chercher en même temps. C'est quand même... On est plus efficace à deux que tout seul. Ouais. Mais nous, on cherche pour lui. On a tout un réseau de partenaires. Et après, on va essayer d'activer un local. Et dès qu'on signe un franchisé, en gros, eh ben, on va aller chercher sur le Bon Coin, Se Loger, machin, tous les trucs où tu as des annonces. Plus, du coup, on a des brokers immobiliers, plus des agences, un réseau d'agences en local. Donc là-dessus, on a plus ensuite des contacts dans les centres commerciaux de la zone où on va dire qu'il y a un ou deux centres commerciaux qui est intéressant. Et du coup, on va les contacter pour voir s'ils ont une place, etc. Donc ça, on cherche avec eux. Une fois qu'on a validé, donc on se déplace, on valide le local ensemble, etc., etc. La faisabilité, notre architecte se déplace pour valider
la faisabilité du local, etc. etc. Après, on l'accompagne dans les travaux, dans la recherche de son financement, dans le montage de son projet et du prévisionnel, etc., etc. On lui passe toutes les commandes, c'est nous qui faisons les plans, c'est nous qui validons la réception de chantier, c'est nous qui... On fait tout. Ok. Mais après, si il a le choix de ne pas passer par nous pour certaines étapes. Ok. S'il a son comptable, il prend son comptable. S'il a un gars qui connaît très bien, qui fait le carrelage, et ben, du coup, moi, je demande à mon partenaire travaux d'inclure ce gars-là dans le carrelage. S'il veut faire complètement les travaux, il peut faire les travaux. On l'oblige de passer par notre architecte. Parce que... Pour une garantie sur l'univers qui soit le même partout. Ouais, et puis il y a aucun... Ouais, et puis on pourrait lui filer notre charte architecturale, mais du coup, ça voudrait dire qu'il prendrait son architecte et que moi, je prendrais un temps en plus monumental pour revoir les plans avec son architecte, vérifier que tous les espacements sont bons, que toutes les normes qu'on met en place, et ça serait juste 1000 fois plus de temps, beaucoup plus cher. Et moi, je serais obligé de lui dire, en fait, je vais te facturer, moi, parce que je vais passer potentiellement 2, 3, 4 jours complets avec ton architecte pour tout lui expliquer, pour revoir ses plans, pour faire une V2, une V3. Donc moi, ça va me prendre 4-5 jours. Je peux pas bosser 4-5 jours comme ça gratuitement parce que tu préfères prendre ton frère qui est architecte. Tu vois. Donc généralement, j'ai jamais encore eu à le faire, mais je pense que le jour où j'ai un franchisé qui me dit ça, je pense qu'il va très vite revoir un petit peu sa position là-dessus. Et du coup, une fois que le process, le resto il est en place, tu me disais, là, tu rentres justement de Clermont, c'est ça, pour une ouverture. Du coup, toi, tu te déplaces sur chaque ouverture. Ouais. Et du coup, il se passe quoi? T'affines les derniers détails? Enfin, comment tu... Déjà, en fait, nous, quand on arrive, normalement, le restaurant est propre. Le partenaire travaux a fini généralement le vendredi. Il a fait passer l'équipe de nettoyage. Donc, normalement, on a un resto qui est propre. Mais nous, on doit réceptionner toutes les commandes, que ce soit les commandes de matériel, que ce soit les commandes d'alimentaire, boissons, nettoyage, etc. On réceptionne tout. On essaye de faire monter il y a juste les chaises en gros à monter qui sont un peu chiantes. Ça, on les fait monter par le franchisé, sinon tu perds 4 heures à monter des chaises, donc c'est pas très rentable pour lui. Donc on arrive le lundi matin. Déjà, on s'assure qu'il y a tout. Et du coup, là, on va s'assurer que tout fonctionne. Enfin, on va mettre en place la caisse, les plateformes de livraison, on va programmer les offres, on va mettre en place les bornes, on va mettre les écrans menus, on va faire toute une mise en conformité du restaurant, tout ce qui est affichage obligatoire, on va les mettre, on va ranger le comptoir, on va décartonner tout ce qu'on reçoit, etc., 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 jusqu'à faire un nettoyage complet du restaurant et de la cuisine, pour ensuite pouvoir commencer la production et ouvrir 2 jours après, le mercredi midi. Donc, tu as toujours plein de trucs à faire. Et en fait, ça rassure le franchisé parce que toutes les merdes, on les a déjà eues. Ouais. Jusqu'à devoir déplacer une cloison la veille de l'ouverture. Parce qu'on reçoit, une espèce une table frigo. Okay. Une table frigo. Et en fait, ils ne nous l'ont pas dit, mais en fait, elle passe pas. Il manque 5 cm, un truc comme ça. Bon. J'appelle la personne, machin et tout, qui gère les travaux à l'époque. On a changé. J'appelle la personne, machin, oui, on a mal pris les cotes, effectivement, ça passe pas. Je lui dis, là, on ouvre mercredi, on est lundi, donc là, il faut absolument que tu me fasses venir quelqu'un qui me déplace la cloison. Ouais. Il déplace la cloison. Toujours pas bonne. Il manquait 2 cm. Et là, je pète un plomb. Je dis, mais comment c'est possible, en fait? On pensait que ça allait passer, mais en fait, on avait mal pris la cote, le gars qui était sur place. Bon, tu reviens, ils sont revenus dans la nuit, ils ont redéplacé la cloison et on s'est retrouvé le mardi, la veille de l'ouverture, en pleine cuisine, à devoir du coup poser les plaintes, poser le carrelage qui était manquant, refaire des retouches de placo. Enfin, c'était monstrueux. Donc quand tu as eu ça la veille de l'ouverture et que tu as réussi à ouvrir à temps le mercredi midi, tu as un peu tout vu. Tu vois. Les problèmes de TPE, les problèmes d'oubli de fond de caisse, la fibre qui marche pas, on sait gérer. Okay. Donc ça rassure le franchisé et en fait quand il est tout seul, c'est impossible parce que tu as toujours plein de merde qui arrivent la veille de l'ouverture et si tu n'as pas des gars qui sont capés et qui ont déjà vécu la situation, t'ouvres pas. T'ouvres pas. Okay. Donc, puis je pense même pour eux c'est très valorisant en fait. Tu te dis il y a
le franchiseur qui est là, qui m'accompagne aussi. Enfin, Ouais, c'est un moment privilégié qu'on a en plus ensemble, quoi. Avec mon animateur, avec le ou les franchisés, et avec moi, ça nous permet vraiment d'échanger, d'être chez eux, de découvrir leur ville, de découvrir leur tissu économique, de répondre à leurs, euh, à leurs doutes, à leurs interrogations, de les accompagner de manière vraiment personnalisée, quoi. ouais, c'est ça. Et c'est quelque chose que j'essaierai de garder le plus possible. Bien sûr, il y a un moment où je pourrais plus les faire. Il y en a déjà certaines que j'ai loupées Ouais. parce que je pouvais pas. Là, typiquement, je devais y passer 5 jours, mais j'ai eu un impératif ce matin, donc j'ai dû faire lundi, mardi, mercredi au lieu de rester jusqu'à vendredi. Ouais. Donc j'ai Guillaume qui est resté sur place. Mais en fait, j'ai déjà fait lundi, mardi, mercredi. C'est le plus important. Ouais, ouais. Inauguration le mercredi midi. Moi, je sais que c'est sur des rails et que je suis tranquille, quoi. Donc après, tu as l'opérationnel qui... Après, c'est que de l'opérationnel. Donc Guillaume, il sait tout faire. Aujourd'hui, il gère les ouvertures, mais je trouve que c'est confortable pour le franchisé de m'avoir aussi. Ouais. Et puis moi, c'est important aussi de passer du temps avec le franchisé. Ouais. Ça permet de voir aussi des trucs que tu vois pas en formation, que tu vois pas à Bordeaux quand il est dans ton restaurant Mhm. en train de se faire former pendant 2 semaines. Ouais, ok. Là, tu sais exactement comment il arrive à manager ses équipes. Hmm. S'il a les bonnes manières de réfléchir, s'il a les bonnes réponses aux bonnes questions, etc. etc. Ok, ouais. Et Ouais. puis tu vois aussi si ta formation elle a été bonne Ouais. ou s'il n'a pas écouté et que ça va être compliqué ou pas, quoi. Ok. Euh, super. Du coup, sur le pilotage d'une franchise, c'est quoi un peu toi, du coup, les objectifs que tu suis au quotidien? Parce que là, tu me dis tu veux partir sur une ouverture encore de plus de restaurants. Enfin, c'est Ouais. quoi, du coup, toi, tes objectifs que tu te fixes? Enfin, Moi, j'aimerais bien arriver jusqu'à 50 restos Ouais. en 2027. Ok. Donc, en gros, doubler le réseau en 2 ans. Ok. Doubler le réseau en 2 ans, ça serait quasi 2 ans et demi, 2 ans et 4 mois, ça serait l'objectif. Ok. Parce qu'aujourd'hui, on a un marché du poké qui est assez peu structuré. On a un gros leader qui est Pokawa. Ouais. Derrière, nous, on est numéro 2. Mais Pokawa a 130 restaurants et nous, on en a 22. Donc, en fait, on a un espèce de boulevard devant nous. Faut pas qu'on se fasse rattraper par les autres non plus, donc faut pas qu'on s'endorme. Donc, le fait de développer jusqu'à 50 restos, c'est quand même un cap qui est le cap des 50 restos. Dans la franchise, tu as toujours les mecs qui te diront le plus compliqué, c'est en gros de passer les 5-6 restos Ok. et de passer les 50. D'accord. Alors, je sais pas trop pourquoi, mais je me suis toujours dit que, en fait, quand tu arrives à 50 restos, c'est là que tu commences à avoir des franchisés qui sont au terme de leur premier contrat de franchise. Ok. Parce Donc, que du coup, c'est quoi la durée, justement? 7 ans. 7 ans, d'accord. Donc, quand tu arrives aux alentours de 40-50 restos, c'est là que tu dois commencer à rentrer en renégociation. D'accord, Parce qu'il n'y a pas de tacite reconduction, tu vois. ok, ouais. Tu es obligé de passer par une phase de renégociation où tu te poses vraiment avec le franchisé et tu lui dis, bon, ça fait 7 ans, qu'est-ce qu'on fait? Et là, tu en as qui vont te dire, je veux sortir, j'en ai marre, je veux faire autre chose, je veux vendre. Ou tu en as d'autres qui vont re-signer. Ouais, Et dans ouais. ces cas-là, en même temps, il faut re-signer son bail. Ouais, ok. Donc, les bails sont des 3, 6, 9. Donc, ça va jusqu'à 10. Le bailleur, s'il veut récupérer le local à 10 ans, il peut. Ouais. Sauf que toi, tu as re-signé pour 7. Donc, il faut négocier son renouvellement de bail avant de re-signer un contrat de franchise, mais il faut que le bailleur veuille aussi. Ouais, Donc, bon, ouais, ça va être des nouvelles problématiques auxquelles voilà. tu vas être confronté. C'est ça. Tu commences à avoir d'autres problématiques à 50. Et puis à 50, je sais pas, je pense que tu as une espèce de taille, limite de réseau qui va poser des défis. Ouais. Je sais pas pourquoi les 50, mais tout le monde dit que le cap des 50, il est compliqué et qu'après, tu as le cap des 100. Ok. Et le 0 à 50, finalement, tu as des défis. Et de 50 à 100 restaurants, tu as d'autres défis. Et c'est vrai que moi, j'ai adoré faire le 0 à 22. Ouais. Je pense que je prendrais du plaisir encore à faire le 22 à 50. Mais le 50 à 100, c'est plus du tout le même métier, quoi. Ouais. Là, et ça sera peut-être pas un métier pour moi. Ouais, Tu vois, peut-être ouais, que... tu seras peut-être moins dans l'opérationnel, plus dans les chiffres, plus de... Ouais, ou peut-être qu'il y aura même quelqu'un qui me remplacera, Ouais, c'est tu ça. vois. Il y aura peut-être quelqu'un qui sera... ou moi, je ferai une apparition tous les mois ou une fois par Ouais. semaine, où j'essaierai de voir de loin comment ça se passe. Peut-être garder une partie vision stratégique pour garder, tu vois... parce que moi, je me suis engagé auprès de partenaires, que ce soit mes équipes terrain
dans mes 2 restos sur Bordeaux, Ouais. que ça soit mes équipes à la tête de réseau ou que ça soit aussi mes franchisés, ils ont signé avec moi. Ils ont signé avec Echo, mais il y en a beaucoup qui tu vois, c'est le top management un peu qui te donne envie d'adhérer à une marque ou pas. C'est pas que la marque qui fait tout. Donc, surtout dans une taille de réseau comme la mienne, tu vois, à une vingtaine de restos, quand tu as des réseaux de 150, bon, bah, forcément, le CEO, généralement, c'est plus le fondateur. Ouais, c'est ça. Soit il y a eu une levée de fonds, soit bon, il y a eu un passage à un moment de la direction vers quelqu'un dont c'est le métier. Quoi. Parce que les fondateurs, c'est rare qu'ils aient la compétence d'aller jusqu'à 100 restos. Tu vois, c'est une compétence qui est complètement différente. Faire du développement pur et dur et de faire le 50 à 100, c'est un métier à part entière. Et pour l'instant, c'est pas le mien. Donc voilà, il faudra se poser la question. À ce moment-là. Dans 2-3 ans, il y aura peut-être quelqu'un de beaucoup plus compétent que moi qui prendra la direction de la boîte parce que je pourrais pas amener aussi loin le réseau que quelqu'un d'autre pourra le faire. Et toi, du coup, au quotidien, c'est quoi les KPI que tu suis pour atteindre ces 50 restaurants? Je sais pas du tout. Au quotidien, je pense qu'il y en a pas. Moi, je pense que c'est une... Enfin, au quotidien, je ouais, veux dire, c'est au ça. mois, à la semaine. Mensuellement, franchement, je suis les mêmes KPI que mes franchisés. D'accord. En fait, la santé du réseau, la santé qui est définie, qui peut être mesurable par les KPI de chaque restaurant, est déterminante pour la santé globale de la boîte, quoi, du groupe, de la marque. Et en fait, si je commence à voir tous les restos qui commencent à perdre 0,1 sur Deliveroo Uber, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, c'est qu'il y a un signal, tu vois, qui est global et qui n'est pas juste localisé à une... Donc là, c'est plus de la gestion, c'est plus du marketing, c'est plus de la formation. Là, c'est qu'il y a un problème dans quelque chose qu'on a mis en place et qui ne marche pas. Potentiellement, une nouvelle carte qui ne marche pas. On a fait des erreurs stratégiques. On a lancé un produit qui n'était pas suffisamment processé et du coup, qui n'est pas bon. Et du coup, c'est quoi les KPI du coup, que suivent les restaurants? Ça va être... grosso modo, ça va être le taux de turnover de l'équipe. Ça va être le taux de masse salariale. Ça va être le coût matière. Ça va être les notes sur Uber, Google, Deliveroo. Ça va être le nombre d'embasements, le nombre de bases fidèles s'ils croient correctement. Ça va être... qu'est-ce que ça... Il y en a pas mal après. Il y en a pas mal. Le ticket moyen, on le regarde pas trop parce que tout est digitalisé maintenant. Donc tu vois, on a une petite partie, je pense que tu as peut-être 20%, peut-être 15 à 20% du chiffre d'affaires qui est amené par la caisse, par la vraie caisse comptoir. Le reste, c'est du click and collect, du Uber, du Deliveroo et de la borne. On a aussi de la commande à table et de la commande en flash and collect où tu n'as même pas besoin de rentrer dans le restaurant, tu vas pouvoir avoir ta commande. Mais le panier moyen, il est à 95% lié à la manière dont tu as construit ton menu. Et à quel point tu as digitalisé ton parcours de vente. Derrière, oui, on va proposer le café à la caisse. Mais bon, c'est pas ça qui va faire ton panier moyen, quoi. Donc voilà, tu as tout un tas de KPI. Moi, après, je regarde la trésor, quoi. Je regarde la trésor, c'est ce qui va me permettre de savoir parce que moi j'ai des rentrées d'argent récurrentes. Parce que tes franchisés, du coup, ils payent le pourcentage tous les mois ou quoi? Tous les mois. Tous les mois, ils payent 5% de redevance opérationnelle et 1% de redevance marketing. Donc après, moi j'ai mes rentrées et en soi, c'est ça qui va définir jusqu'où on ira niveau com. Parce que en fait, le seul frais variable, c'est la communication et le marketing. Plus on a de budget, plus on peut faire quelque chose de gros au niveau market et com, et plus ça servira aux franchisés et au développement. Ok, super. Merci en tout cas pour tout ça, avec cette transparence. Je te propose de passer rapidement sur les questions de la fin. Tu répondras hyper rapidement. Ok. Comment est-ce que tu utilises l'IA dans ton business, toi? Oh là. Franchement, je pense que je l'utilise pas trop. Si je l'utilise pour faire des posts LinkedIn, ce qui est logique pour structurer, pour avoir une bonne structure. Ta pensée.
Ouais, tu sais, je lui donne un sujet avec les idées principales et je lui demande de me faire un post LinkedIn. Ok. Après, on le retravaille toujours parce que je pense que l'IA n'est pas Ouais. grand-chose sans l'intervention Ouais. quand même d'un humain derrière l'ordi. Ou en Tu tout cas, l'utilises plus comme assistant, quoi. ouais, en tout cas, moi, je sais pas très très bien Ok. l'utiliser. Je sais pas très très. Je l'utilise pas pour faire des grosses analyses. Je l'utilise Ouais. pas pour faire des gros trucs. Par contre, là, on va s'accompagner d'un formateur IA pour Ouais. qu'il nous explique comment on peut l'utiliser dans notre Dans organisation. notre Et là, organisation. on va l'avoir pour un mois, Ouais. un peu en mode consulting. Trop bien. Donc, ça va être super. Il va sûrement pouvoir nous créer des outils vraiment Ouais. pour nous faire gagner Ouais. quelques heures par semaine. Trop Donc, bien. ça, c'est l'objectif. Ouais, trop cool. C'est quoi la pire erreur de management que tu as faite, toi? La pire erreur de management. Je pense que c'est faire confiance. Hmm. Trop faire. Enfin, le problème, c'est que quand tu veux sortir de l'opérationnel, tu as tendance à déléguer l'opérationnel à un directeur ou à quelqu'un qui va gérer ton restaurant. Et du coup, en faisant confiance à cette personne, tu acceptes aussi de mettre en danger ton organisation, mais aussi de mettre en danger ton équipe. Parce que du coup, tu mets ton équipe que tu avais toi dans les mains de quelqu'un que tu connais pas encore très bien. Et du coup, c'est là que les problèmes peuvent commencer. Hmm. Donc, faire confiance trop rapidement et pas avoir de process clair et précis pour évaluer mais de manière fréquente, le professionnalisme et la manière dont le gars il délivre le boulot, quoi. Ok. Tu vois? Ouais, Parce donc en que fait, derrière, c'est. tu l'écoutes beaucoup. Il va te dire, bah, ça c'est nickel, ça marche. Là, j'ai recruté, lui, il est formé, c'est OK. Tu vas aller regarder un petit peu substantiellement, je sais pas si ça se dit. Voilà, Ouais, bah, vite fait, quoi, vite fait, ouais. en surface. Et en fait, bah, tu vas un petit peu acheter ta tranquillité où tu as tellement de choses à faire Oui, derrière c'est ça que tu que dis, au tu moins vas te c'est dire, géré. en vrai, s'il me dit que c'est fait, bah, je vais pas aller Ouais, vérifier, ouais. quoi. Et tu te retrouves à avoir un trou dans la caisse de 6 000 euros. Et là, quand tu lui dis, mais c'est où? Il te dit, mais en vrai, j'en sais rien. Hmm. Je lui dis, mais tu l'as volé? Il me dit, non, mais je t'assure que je ne t'ai pas volé, mais je sais pas d'où ça vient. Donc, et moi, Ouais. je lui ai dit, bah écoute, c'est en soi, si tu sais pas d'où ça vient, que tu l'aies volé ou pas, ça reste une erreur. Donc, je peux pas me permettre, moi, de garder une personne qui fait des trous de caisse comme ça aussi énormes en 6 mois, quoi. Donc, tu laisses le bénéfice du doute, tu vois, tu peux pas accuser quelqu'un à Oui, tort. c'est ça. Ouais. Là, je parle de ce point-là sur cette période-là avec cette personne-là. Mais en fait, c'est une Ouais, ça erreur que je s'applique. fais souvent Ok, ouais. avec, avec mes directeurs de l'opérationnel. Ouais. C'est très compliqué de faire confiance en quelqu'un. Et quand tu fais confiance aveugle, c'est rare de ne pas être déçu parce que c'est jamais à la hauteur de ce que tu demandes. Mm. Et pour ne pas se faire engueuler, en fait, ils te disent souvent que c'est fait, que c'est OK. Mais finalement, la confiance n'exclut pas le Mm. contrôle. Je pense que Mm. ça, c'est la plus grosse Mm. erreur. La Ok. confiance n'exclut pas le contrôle. Euh, Quelle est la boîte dont tu aimerais voir l'organisation? Comment ils sont organisés en interne et tout? Je pense une boîte un franchiseur aussi. J'allais dire Pokawa, mais je sais pas si ça me servirait, puisque du coup, je pense qu'il faut se différencier même dans la manière dont Ouais. tu gères les choses pour pouvoir proposer quelque chose d'autre. Donc peut-être pas Pokawa, mais peut-être une enseigne que j'aime bien. Moi, j'aime bien Nachos. Ok. Ouais, c'est une enseigne que j'aime bien. Ils ont fait un repositionnement ils ont retravaillé toute leur identité graphique et j'ai trouvé ce qu'ils ont produit était hyper quali. L'histoire de Nachos, elle est hyper intéressante. Le développement, il est humain. Je trouve que c'est une belle enseigne Ouais. et ils font des trucs super à la fois en B2C, en B2B, en acquisition de leads et tout. Jusque dans leur restaurant, tu vois, c'est Ouais. top. Et je trouve ils font pas beaucoup d'erreurs. Mm. Et j'aime bien voir comment des réseaux qui sont à peu près de la même taille que moi
s'en sortent de manière, tu vois, un peu différente. Parce que j'aimerais bien voir leur organisation, parce que du coup, c'est quelque chose que je pourrais mettre en place direct. Okay. Si tu vas voir des groupes Bertrand ou des McDo qui ont 1600 points de vente, bah ok, c'est cool, ça va t'apprendre des trucs, mais c'est tellement hors sol par rapport à toi que... Tu peux pas l'appliquer. Bah ouais. Donc c'est sympa, mais pas applicable. Super, bah merci. Où est-ce qu'on peut suivre ton actualité si tu partages... Sur LinkedIn, je suis pas mal actif sur LinkedIn. Hugo Truxler, Hugo sans H. Pas comme mon pull, là, pull avec un H, mais moi je suis sans H. Très important. Après, non, là, moi je suis majoritairement sur LinkedIn. Et après, les réseaux sociaux de la boîte, YouTube, Instagram, TikTok majoritairement, on poste tout dessus. On a un LinkedIn aussi, Eco-France. Mais moi, je suis que sur LinkedIn. Voilà. Super. Bah, merci en tout cas pour merci beaucoup à toi. C'était super intéressant. Ouais, idem. Allez, merci, ciao. Merci, ciao, à plus tard. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à donner une note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou de liker la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Pour suivre l'actu du podcast et les coulisses, vous pouvez suivre la page Instagram de Sous le Capot ou me suivre sur LinkedIn. À très vite.